Bonjour à tous, bon, merci d'assister à ce Tech Talk Devoteam Comet. Donc aujourd'hui, on va parler automatisation d'une plateforme data Google avec la solution Dataiku. Donc avant d'aller plus loin, donc je vais aussi me présenter comme l'a fait Louis. Donc je suis Aurélien Bénard, je suis Tech Lead et manager chez Devoteam. J'ai en charge une équipe d'une quinzaine de personnes. Et je suis responsable du coup du développement et du pilotage de l'offre data science et intelligence artificielle. Peut-être parler de Devoteam en quelques mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. On est aujourd'hui un leader du conseil en stratégie digitale, plateforme technologique et cybersécurité. En France, on est 3500 collaborateurs et puis 8500 collaborateurs dans le monde. On accompagne nos clients dans la transformation digitale de leur activité. Et donc l'agenda aujourd'hui de la conférence, c'est vraiment de vous faire quelque part une synthèse de retour d'expérience qu'on a sur le métier du data engineer et notamment pour le développement et l'automatisation de flux de données sur une plateforme data Google avec Dataiku comme orchestrateur. Donc on va regarder davantage dans les détails. Donc avant donc le sommaire, bon, il y a deux grandes parties, un volet architecture et puis un volet bonne pratique. Et on a détaillé un petit peu ce sommaire en différents points. D'abord, expliquer ce que c'est que le métier et le rôle du data engineer, parce que c'est vrai que chez Comet, il y a des freelances dans la data, mais pas que. Ensuite, côté architecture, avoir un descriptif aussi de comment fonctionne une plateforme data, comment fonctionnent les flux de données, et puis ensuite, comment on réussit son projet data en data engineering, et puis quelles bonnes pratiques on met en application. Alors, on entre dans le vif du sujet. Donc, sur cette partie, ce qu'il faut voir, c'est que ça, on l'entend pas mal. Il y a vraiment beaucoup de métiers dans la data et beaucoup de gens nous disent, mais on ne comprend pas forcément tous les nouveaux métiers qui émergent, qui existent. Et puis, du coup, quel est le rôle de chacun. Donc, en fait, là, il y a une petite photo de famille des principaux métiers. Et ça va nous permettre de clarifier quelque part les champs d'intervention de chacun. Donc, moi, sur ce retour d'expérience, je suis le data engineer. Et un data engineer travaille pour définir et construire l'infrastructure de stockage et de calcul des données. Il assure la collecte et le traitement des données pour les rendre propres, exploitables par tous et par les métiers. Le data scientist, lui, il utilise ses compétences en mathématiques et en informatique pour créer des modèles de machine learning à partir des données qui sont d'ailleurs les données mises à disposition par les data engineers. Et il travaille vraiment l'aspect prédictif des données. Le data analyst, un peu connexe au data scientist, il analyse et interprète les données pour en dégager des observations business. Il fait des rapports, des tableaux de bord pour l'aide à la prise de décision. Le data architecte, un rôle peut-être un petit peu connexe du data engineer, mais le data architecte, il a pour mission d'optimiser la collecte et le stockage des données, mais pour toute l'entreprise. Donc vraiment, à l'échelle de l'entreprise, il est responsable des choix technologiques et de la mise en œuvre de l'architecture data. Vous avez le MLOps Engineer ou aussi le Machine Learning Engineer. Lui, c'est quelque part un data scientist qui est spécialisé dans la partie automatisation et déploiement des modèles de machine learning. Et puis enfin, vous avez une fonction un peu transverse, qui est le Product Owner. C'est quelque part aussi une version plus orientée produit du chef de projet. Et lui, il a pour rôle de mettre en musique une équipe technique au regard d'exigences clients. Donc, notre retour d'expérience aujourd'hui, c'est deux technologies, Google Cloud Platform Dataiku, mais aussi dans un écosystème plus large, Azure DevOps pour une partie CI/CD, on va le voir un petit peu plus loin, Terraform pour une partie infrastructure as a code, Git, Jira aussi, qui est un outil de gestion de projet quelque part. Bon, c'est des technologies sur lesquelles on va quand même peu parler aujourd'hui, mais retenez vraiment qu'on va être sur Google Cloud Platform, GCP, et Dataiku. Voilà, donc on entre vraiment sur la partie architecture. Vous avez ici l'architecture générale de la plateforme data avec du coup nos deux technologies. Vous avez
Donc, Dataiku qui va servir à orchestrer. Alors, c'est vrai que si on était sur un service Google, l'équivalent, ce serait Dataflow et Composer. Dataflow pour le processing des données et Composer Airflow pour l'orchestration. Et puis, vous avez en haut les services managés Google, que sont Cloud Storage, qui est le Data Lake, et BigQuery, qui est le Data Warehouse. Ce qu'il faut voir, c'est que le métier de Data Engineer sur GCP, Google Cloud Platform, c'est vraiment savoir maîtriser ces deux services qui sont incontournables, Cloud Storage et BigQuery. Donc, Cloud Storage, c'est l'entrepôt de stockage qui contient toutes les données brutes en entrée de la plateforme data. Et dans cet entrepôt, vous avez beaucoup de données, des données variées. Ça peut être des tickets de caisse, des images, des données de géolocalisation, des données de réseaux sociaux, des données issues de Google Analytics, Salesforce, données marketing du coup, Adobe Campaign, données marketing. Et cette partie-là, on appelle ça au niveau de l'architecture data, le data lake, qui signifie lac de données, parce qu'il y en a beaucoup et les données sont très variées. Vous avez BigQuery, donc BigQuery à côté, qui est le Data Warehouse. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une base de données relationnelle, pour reprendre vraiment le jargon technique, et c'est du coup une base de données qui est optimisée pour le processing des données, donc la partie vraiment calcul, et aussi optimisée pour mettre à disposition les données le plus vite possible à des utilisateurs finaux. C'est ça vraiment l'intérêt d'utiliser un Data Warehouse. On va zoomer justement sur cette architecture. Alors là, je me suis permis du coup d'utiliser un article que vous pouvez retrouver sur Medium de Tuan Nguyen qui présente aussi dans cet article, c'est pour ça que je l'ai mis. Louis, n'hésite pas aussi à partager le lien vers cet article qui est très détaillé et qui explique du coup vraiment les différentes couches qu'on retrouve dans une architecture data. Donc là, vous avez un des schémas justement que Tuan Nguyen propose et qui montre les différentes strates et le détail des strates qu'il y a dans cette architecture data. Donc, vous retrouvez la partie Cloud Storage que vous voyez et une partie BigQuery, donc là, détaillée avec plus d'étapes. Donc, si on explique un peu le processus, et donc vous pourrez comprendre aussi le rôle du data engineer au travers de l'architecture, le data engineer, il va construire des flux de données. Donc, il va faire en sorte que vos données qui sont tout à gauche, issues des databases 1, database 2, database 3, elles soient transformées dans la plateforme pour arriver ensuite à des domaines applicatifs, des outils de BI et à vos utilisateurs finaux. Et pour ce faire, ce qui se passe, c'est que donc, vous retrouvez et vous stockez vos données brutes dans le data lake, c'est Cloud Storage, qui est la couche une fois que les données sont intégrées. Donc, c'est le réceptacle de toutes vos données d'entrée. Et puis ensuite, on a recours à BigQuery qui va processer les données avec généralement différentes couches. On a une couche qui va être une couche brute, raw, où les données vont rester à cette étape brute, vraiment brute, comme Cloud Storage. Ensuite, généralement, il y a une couche dans BigQuery, un dataset intermédiaire qui va contenir des données entre un état brut et un état processé. C'est des couches qui correspondent à des couches plus opérationnelles. Et enfin, dans BigQuery toujours, vous allez avoir des couches qui sont des couches déjà presque destinées au métier, Data Warehouse et Data Mart, qui vont avoir tout l'historique de vos données et avec en plus des champs calculés, des champs issus de jointures de table, des nouvelles variables que vous voulez créer. Donc voilà vraiment l'intérêt de cette plateforme et le détail. Donc là, on va regarder maintenant comment réussir un projet en data engineer, mais aussi, vous avez vu au travers de l'architecture, qu'est-ce que fait un data engineer, mais vous voyez ici, en fait, au quotidien, c'est quoi les activités du data engineer. Ce qu'il faut voir, c'est que le data engineer, du coup, il va construire des flux de données, il va construire vraiment les flux de données de manière à ce que les données soient à la fin propres et exploitables. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous avez un besoin client avec un client qui vous dit j'ai besoin que tu mettes en œuvre et que tu industrialises tel flux de données. Donc là, ce que vous allez faire avec le client, c'est des ateliers techniques et fonctionnels pour spécifier clairement le besoin. Et puis ensuite, vous allez commencer à coder. Ce qu'il y a de spécifique quand vous utilisez BigQuery, c'est que vous devez généralement coder
des scripts en SQL parce que c'est le langage compatible avec BigQuery. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 60-70% du temps sur le projet, le développement de scripts SQL. Donc ensuite, vous êtes à la phase de développement, vous développez votre code, vos scripts SQL et vous testez votre code de bout en bout. Une fois que c'est prêt, vous passez à la phase d'industrialisation qui correspond généralement à une phase où vous mettez au propre vos requêtes SQL, ce qu'on appelle le refactoring du code, pour prendre le jargon. Et puis, vous allez commencer à dérouler des tests unitaires et de déploiement. Et puis, si tout va bien, ce que vous faites, c'est que vous allez intégrer vos requêtes SQL dans les scénarios de Dataiku. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les scénarios d'automatisation dans Dataiku, ça a été vraiment aussi une partie très centrale de ce travail, peut-être le reste du temps. Et un scénario, c'est un ensemble d'actions qui sont prévues pour se produire sous certaines conditions dans Dataiku. Et c'est vraiment, en gros, une interface pour automatiser vos différentes tâches et pour ensuite les mettre en production. Et puis, vous arrivez ensuite à la partie livraison. Donc là, vous faites une revue du projet, une revue de votre code avec toute une équipe qui est technique et avec vos pairs. Et puis, si c'est prêt, vous organisez déjà des runs qui sont automatisés via justement les scénarios. On va le voir dans l'exemple et la démo tout à l'heure. Et puis après, c'est un projet. Donc, le projet vit. Vous avez des nouvelles demandes, des correctifs à faire et potentiellement de l'amélioration continue pour améliorer les choses. Alors, au niveau des points de complexité, ce qu'il faut voir, c'est que, déjà, Dataiku a beaucoup d'avantages qui sont listés là au travers de ces grandes items. Côté data intégration, vous avez beaucoup de connecteurs pour vous connecter à des systèmes comme Teradata, Hadoop, faire du SQL, vous connecter à Azure, à AWS, à GCP. Donc, beaucoup de connecteurs. Vous avez aussi des fonctionnalités qui vous permettent, quand on fait de la data engineering, notamment du data engineering, de gérer mieux vos schémas de données, vos formats de données. Ça fait gagner beaucoup de temps. Vous avez aussi une décorrélation entre le stockage et le traitement des données, ce qui fait que quand vous accédez à vos données, vous n'avez pas à les déplacer. Vous avez une vue de vos données, mais elles restent dans l'endroit où elles sont stockées. Aussi sur Dataiku, c'est 80 processeurs visuels, voire un peu plus. Et un processeur visuel, en fait, c'est un widget, vraiment un objet qui est codé déjà pour vous et qui vous permet de le déplacer dans votre flux de données sans coder vous-même. Donc ça, c'est vraiment super utile et ça résout, ça permet de faire des fonctionnalités très avancées sur vos données, de préparer vos données, de faire du processing. Donc ça fait gagner beaucoup de temps en termes de développement. Même chose, Dataiku, ça peut aussi être utilisé comme plateforme d'administration où vous créez des utilisateurs, vous gérez le management des utilisateurs, vous créez des rôles, des permissions sur votre plateforme Data Google ou dans Dataiku. En termes de collaboration et gouvernance, vous avez une gestion de vos projets avec un chat, un wiki, un système de versionning, c'est Git. Donc, très bien aussi sur ces aspects. Et puis, sur la partie déploiement, ça, on va le voir justement dans les slides d'après. Vous avez des bonnes pratiques à appliquer dans Dataiku, mais une fois que vous respectez ces bonnes pratiques, la mise en production est très simplifiée avec des outils de monitoring très puissants. Voilà, on va passer sur le volet bonnes pratiques. Donc, le bonnes pratiques, on va regarder déjà ces bonnes pratiques un petit peu simples, plus simples, mais qui ne sont pas non plus anodines. Je vous dirai quelques exemples aussi si on applique mal ces bonnes pratiques en termes de règles de nommage. Donc, ce qu'il faut, c'est un nom qui est court pour vos objets, qui est fonctionnel, de façon à ce qu'on comprenne, en lisant le nom de l'objet, qu'est-ce qu'il fait. Donc, par exemple, ici, vous avez des exemples, vous avez l'organisation, le département, comme première rubrique, ensuite votre service, et puis une fois et ensuite en option, le mode d'accès, lecture ou écriture. Donc, on sait, par exemple, pour un exemple de connexion IT GCS Read Only, on sait qu'en fait, cette connexion-là, elle va gérer pour le département de l'IT une connexion Cloud Storage en Read Only. Donc voilà, c'est suffisant, c'est explicite et c'est pas trop long. Et en fait, pourquoi c'est important quand même d'avoir une
une réflexion autour de ça. Je vais vous donner un exemple, c'est que d'abord, vos règles de nommage, elles vont permettre d'établir un parallélisme entre votre organisation, donc où vous travaillez, le département, votre nom de projet, votre tâche, et le nom de l'objet. Donc en fait, explicitement, on va savoir à qui appartient l'objet, qui en a la responsabilité. C'est déjà une vertu des règles de nommage. Et puis ensuite, le nom de l'objet, déjà, si par exemple vous choisissez un nom d'objet qui est très long, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Dataiku, quand vous allez exécuter par exemple un scénario qui va faire une action sur une table de données, ben, en fait, le job de cette action dans Dataiku, elle va correspondre à la combinaison du nom du projet de Dataiku, du nom du scénario, du nom de la table et du nom de l'action. Donc, dans votre job, vous allez avoir une concaténation de tous ces noms. Et si c'est trop long, vous pouvez avoir un champ tronqué au niveau de votre job. Et après, donc, vous avez des bugs qui sont générés. Et c'est très dur à trouver dans Dataiku. Donc voilà, c'est une des choses pour lesquelles c'est important de respecter des règles de nommage. C'est que vous avez des bugs ensuite qui peuvent être durs à débugger. Vous avez aussi une autre vertu, c'est que si vous réfléchissez bien au mapping, quand vous passez à en livrer votre projet en production, vous avez généralement à concevoir des connexions dans votre environnement de développement et en production qui sont ISO. Et si vos règles de nommage sont trop compliquées, ça vous fait souvent beaucoup de remapping et beaucoup de réécriture des connexions, donc vous perdez du temps sur votre projet. Donc voilà, c'est des choses, c'est pour ça que bien réfléchir à ça, ça paraît très simple et anodin. C'est simple, mais au final, pour que ce soit bien fait, c'est pas si évident. Et voilà, ces règles de nommage s'appliquent à d'autres objets dans Dataiku, les projets, les datasets qui sont les tableaux de données et puis les scénarios. Voilà pour une première bonne pratique assez simple à comprendre. Maintenant, on va passer vraiment à une bonne pratique qui est vraiment là, je crois, quelque chose de très spécifique à Dataiku. Donc la même chose, j'ai mis un article qui est issu du blog sur Dataiku qui permet une bonne gestion des bonnes pratiques en termes CI/CD, donc Continuous Integration et Continuous Deployment, qui sont les pratiques pour bien automatiser la mise en production de son code. Louis n'hésite pas à remettre l'article si tu le souhaites dans la conversation. Donc, c'est un article vraiment qui fait la part belle à la livraison d'un projet Dataiku et avec notamment comment on met en prod un projet. Donc, vous l'avez en haut. En théorie, c'est ça. Vous avez deux instances de déploiement. Le design node, qui est l'environnement de développement sur Dataiku, où vous créez vos flux de données, où vous développez votre code. Donc, c'est pour s'entraîner, c'est pour tester et développer vos projets. Et puis, vous avez l'automation node, qui est l'environnement de run sécurisé, qui est uniquement dédié aux projets qui sont prêts à être industrialisés. Et comment ça se passe la mise en production? Vous avez un projet en dev sur le design node que vous délivrez en production sur l'automation node. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes sur GCP, dans un environnement réel chez un client, vous avez généralement trois environnements chez le client. Vous avez un environnement GCP de développement, vous avez un environnement GCP de test, qu'on peut appeler pré-prod, et vous avez un environnement de développement de prod. Et donc, il va falloir en fait utiliser ces trois environnements pour tester au maximum votre code. Alors, comment on peut faire? C'est avoir par exemple une instance de design node en dev pour une équipe technique, qui va par exemple être l'IT avec les data engineers, où ils vont développer leur flux de données. Une fois que le développement est prêt, vous le livrez sur l'automation node de pré-prod, ici de test, et vous faites des runs du coup qui vont être, on va dire, semi-automatisés. Et quand c'est prêt, vous livrez de l'automation node de la pré-prod, on teste ici, vers la prod, sur l'automation node de prod. Et comme ça, ça vous a permis de faire un run sur un environnement très comparable à votre environnement cible de prod et vous limitez au maximum les bugs que vous pouvez retrouver en prod. Donc ça, c'est une première chose. Et quand vous avez différentes équipes techniques qui vont cohabiter, alors ça peut être de mettre aussi, de reconfigurer un autre design node pour une équipe, par exemple, de data scientist. Et même chose, ils vont appliquer ce process à livrer leur projet du design node vers la pré-prod dans un automation node, et puis une fois que c'est prêt, dans un automation node en prod.
Donc voilà la logique. Je vous invite à lire l'article qui est assez précis là-dessus. Mais en tout cas, c'est la philosophie avec des points de complexité aussi, mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Peut-être aussi sur cette partie livraison de projet, et toujours pour faire un parallèle entre les bonnes pratiques côté Dataiku et les bonnes pratiques côté GCP, c'est que en fait, dans GCP, vous avez ce qu'on appelle un projet GCP, qui est un objet élémentaire qui vous permet d'organiser toutes vos ressources Google Cloud et qui comprend toutes vos ressources, toutes vos données. Donc, quand on dit toutes vos ressources, ça veut dire dans notre cas Cloud Storage, BigQuery, mais ça peut être d'autres services managés qui vont gérer par exemple le suivi de vos logs, qui vont gérer le processing, qui vont gérer les rôles utilisateurs. Donc tout ça, c'est dans un projet. Vous avez aussi dans le projet GCP vos éléments de facturation, vos éléments d'authentification et tous vos utilisateurs. Et donc en fait, c'est la maille élémentaire avec laquelle il va aussi falloir jouer et faire cohabiter Dataiku et le projet GCP. Et comment on peut faire, c'est d'associer un projet GCP pour un design node systématiquement. Donc, vous allez avoir un projet GCP pour le design node, par exemple, en prod. Et puis après, même chose, un projet GCP pour chacun des automation nodes qui vous permet en fait d'avoir pour vos instances Dataiku, Design Node et Automation Node une infrastructure sous-jacente composée de Cloud Storage et BigQuery au minimum. Et donc, en fait, vous aurez à la fois le node Dataiku pour l'orchestration et la gestion de l'interface utilisateur et l'infrastructure sous-jacente qui capitalise sur le stockage des données et les calculs. Voilà la logique. Et même chose, là, vous avez Bon, vous n'avez pas cette partie dans l'article, mais vous pouvez trouver aussi de la documentation là-dessus. Même côté ressources GCP, vous pouvez avoir une bonne doc pour comprendre ce que c'est qu'un projet GCP. Voilà, une dernière bonne pratique au niveau de la maintenance. Donc, ce qui est généralement fait aussi sur Dataiku, c'est de créer un projet Dataiku qui est dédié à la maintenance. Ça veut dire qu'il est dédié à la fois à la gestion des logs, au nettoyage des logs, et puis à la surveillance de votre architecture, la mémoire disque, la mémoire RAM, l'utilisation CPU, et puis qui peut aussi analyser les connexions des utilisateurs, les données qui sont moins utilisées, de manière à aussi anticiper le refactoring de vos flux de données de votre code. Et puis même chose, ça on va le voir dans la démo qui va suivre, vous avez dans les scénarios une possibilité d'actionner des checks et des alertes qui vous permettent de renseigner un groupe d'utilisateurs quant à la bonne exécution d'un scénario, son succès ou son échec, en mode complètement automatisé aussi. Donc, écoutez, je vous propose de passer à la vidéo. Ce qu'il faut voir, c'est que, oui, peut-être un petit point, on va le voir aussi un petit peu après, mais c'est peut-être une vidéo qui est un petit peu compliquée quand on débute là, d'un côté Dataiku, parce que bon, vous n'avez pas toutes les notions aussi, ce qu'est un projet, un flux de données, etc. Mais ça va vous montrer comment la plateforme est malgré tout assez simple d'utilisation, comment vous pouvez rapidement aussi développer sans code. Et puis vous allez voir aussi, on va en parler, que vous avez des cours gratuits et la plateforme aussi est mise à disposition gratuitement, pas pour toutes les fonctionnalités, notamment pas celle-là, mais par contre sur beaucoup d'autres volets. Donc ça, c'est très pratique. Je rappelle juste, un scénario d'automatisation, c'est, on l'a dit, un ensemble d'actions prévues pour se produire sous certaines conditions. C'est incontournable pour la mise en production d'un projet. Et vous allez le voir, un scénario, on va configurer via une interface utilisateur simple et sans code un scénario qui va être construit par des triggers, qui sont des éléments pour exécuter automatiquement des actions. Vous allez le voir aussi une partie suite d'actions où vous les renseignez et puis vous les renseignez dans un certain ordre. On va voir aussi dans cette démo rapidement ce que c'est qu'un rapporteur. Et puis évidemment aussi ce qu'on a un petit peu parlé, le check et les métriques. Donc vous allez pouvoir comprendre assez rapidement, de manière assez light, comment tout ça fonctionne.
Donc voilà, je vais vous partager la vidéo. Alors, donc voilà, normalement elle s'affiche correctement là. Donc c'est une vidéo aussi qui est issue de Dataiku Academy. Hein. Justement, vous allez avoir accès à la plateforme. Je vais vous donner des informations justement pour vous former aussi après si ça vous intéresse. Mais on va regarder comme ça via cette vidéo quelques informations. Donc là, c'est simplement une réexplication de ce qu'est le Design Node et l'Automation Node qu'on vient de voir, et puis comment on vit un projet dans Dataiku, comment on déploie en production un modèle, et comment on orchestre la mise en production des modèles. Donc, c'était vraiment avoir la big picture. Donc, l'orchestration et les outils d'orchestration, vous avez d'abord des outils de monitoring pour savoir comment on monitore l'évolution du projet dans le temps. Ensuite, vous avez une partie automation qui va être vraiment comment le modèle doit être réentraîné, comment automatiser le déploiement du modèle. Ensuite, vous allez avoir une partie production ready environnement qui va être en fait comment on monitore les performances du modèle. Et puis enfin, les outils de communication pour éviter que le modèle dérive et casse en production. Maintenant, sur les outils de monitoring, vous en avez vraiment deux. Vous allez avoir, pour monitorer le statut des objets dans le flow, ce qu'on appelle les métriques, on en a dit. Donc là, vous voyez un exemple, le nombre de colonnes, colonne count, la taille du fichier, 5 GB ici, et puis d'autres informations. Et puis, vous avez les checks qui sont en fait pour établir et valider si vos conditions, elles sont valides, si les conditions de vos métriques sont valides. Et les métriques, c'est vraiment des grandes mesures pour évaluer le flow. Donc là, on va regarder une table de données, et notamment la partie status qui va vous permettre de configurer vos checks et vos métriques, c'est ce qu'on va faire. Donc là, vous en avez quelques-unes qui s'affichent, comme on venait de le voir, nombre de colonnes, taille du fichier, et puis les autres. Donc au niveau des métriques, donc là, on est sur l'onglet métriques, vous avez une possibilité déjà de tout coder. Donc ça, c'est si vous ne voulez pas cliquer sur les boutons, vous pouvez tout réécrire en Python. Ça, c'est vraiment quand on est un développeur jusqu'au bout des ongles. Sinon, vous pouvez avoir accès à l'interface utilisateur très simple. Là, par exemple, sur la colonne key, on va créer une métrique qui s'appelle empty value count, qui va compter le nombre de valeurs vides. Donc, cette métrique, elle a été créée. On va l'afficher sur le tableau. C'est aussi simple que ça, c'est du drag and drop. On enregistre et vous allez la voir arriver sur le tableau. Ici, le nombre de valeurs vides, c'est 0. Donc, sur la colonne key, on n'a pas de valeur non renseignée. Vous avez là un aperçu de la dernière valeur et vous avez l'historique qui vous permet de voir en fait et de suivre dans le temps l'évolution de votre métrique et du coup de voir si votre métrique reste stable, si elle dérive. Et ça, voilà, vous le voyez par simple clic. Vous le voyez aussi, votre check, donc c'est OK ou en erreur, et ça vous permet très rapidement de voir là où vous pouvez avoir un problème dans votre flot de données. Donc très utile, métrique et check, c'est les premières étapes de configuration d'un scénario. Donc, on va voir un petit peu plus en détail aussi comment on modifie, on configure un check. C'est le même formalisme. Vous avez en haut la partie no code. Et puis, vous pouvez, on va le voir là sur Custom Python, vraiment ajouter des checks qui vont être customisés par du développement Python. Là, vous voyez le check, on l'a mis à on sur maximum 0. C'est-à-dire qu'en fait, on s'assure que la condition, c'est qu'il faut que maximum sur la colonne K, le nombre de valeurs nulles soit 0. S'il y a une valeur nulle, ça nous mettra en erreur. Vous l'avez vu avant, le check était à 0, donc on voit que c'est OK. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça vous permet d'avoir votre métrique et d'avoir le check qui va suivre cette métrique et d'observer une anomalie. Voilà pour le premier niveau, quelque part, de configuration du scénario. Les métriques et les checks, ce qu'il faut voir, c'est que ça s'applique au dataset. Alors, le dataset, c'est le nom dans Dataiku pour désigner les tables de données. Dans GCP, c'est quelque chose d'autre, hein, mais en tout cas, dans Dataiku, c'est les tables de données. Les métriques et checks, c'est aussi quelque chose configurable pour les modèles enregistrés, donc les modèles de machine learning, qui vont permettre de suivre si un modèle de machine learning a de bonnes performances, s'il ne dérive pas, s'il reste stable dans le temps. Et puis aussi sur les manage folders, qui sont des dossiers managés dans lesquels on stocke des fichiers. Donc là, les métriques pourraient être
le nombre de fichiers, vérifier si un fichier commence par marketing underscore, par exemple. Vous pouvez imaginer plein de choses. L'automatisation des scénarios, donc là, on va le voir un petit peu plus en détail. Donc, l'automatisation des scénarios, on va le voir aussi dans l'interface. Ces différents volets, donc l'utilisation des métriques et des checks. On l'a dit aussi, ça va être regarder des triggers, donc des seuils de déclenchement. Donc là, bon, ça le rappelle, métriques et checks. Le rebuild des datasets, ça c'est les triggers. Les train models, ça c'est pour la partie machine learning. Et puis développement en production. On va le voir un petit peu plus en détail. Et surtout dans l'outil. Donc, on est à nouveau sur un flot de données. On va dans la rubrique scénario. Là, vous en avez 3 scénarios, un actif. On va sur celui qui est actif. Et vous avez la partie trigger. Donc, c'est les déclencheurs. On va voir comment on en configure un et comment c'est finalement aussi même chose, hein, très simple. Vous avez les parties steps, qui est le deuxième volet que j'expliquais. Hein, c'est les différentes actions à exécuter dans un ordre chronologique et séquentiel. Donc, on vient sur la partie trigger après, donc, et la partie aussi rapporteur. Donc là, c'est celle qui va permettre d'envoyer une alerte par mail ou autre. On va un petit peu zoomer là-dessus sans rentrer dans le détail, mais vous allez voir, c'est assez simple. Au niveau des triggers, donc pour en ajouter, donc on va sur cette icône-là. Donc ici, par exemple, vous en avez un qui est ajouté time-based, donc qui va être un trigger qui se lance chaque jour à 2 heures du matin. Donc tous les jours, vous allez runner vos scénarios à cette heure fixe et à intervalle fixe. Et les étapes, donc ici, vous en avez 5 qui vont être exécutées en fait séquentiellement, et vous pouvez ajouter une étape avec le add steps. Et les étapes aussi, même chose, vous n'avez pas trop à coder parce que vous avez déjà un tas d'étapes qui sont configurées de manière à les glisser-déposer. Donc, si on va zoomer sur la step 4 et step 5, on va regarder un petit peu l'utilisation justement des métriques qu'on vient de voir. Donc, sur TrainRow, qui est notre table de données, donc, il faut mettre justement sa table de données. Il y a juste ça à configurer. Et puis, pour le check, même chose, on renseigne la table de données. Et puis ensuite, le check étant déjà configuré, ça va automatiquement matcher la partie status avec le scénario. Ensuite, vous revenez dans Settings. On va regarder par exemple sur la partie rapporteur. Donc, c'est pas mal parce que vous pouvez avoir des alertes qui sont communiquées par différents chats, mail, Slack, Teams et autres. Et même chose, vous pouvez développer manuellement si vous avez besoin, que ce soit par exemple dans Trello. Hein. Donc, ça vous simplifie aussi beaucoup les choses parce que là, vous avez encore à nouveau pas à coder. Et l'interface utilisateur aussi est sans code. Donc, voilà, on a vu à peu près aussi toutes les étapes. Ensuite, il y a une partie. Donc là, on regarde à nouveau les différents scénarios. Voilà, une partie aussi monitoring. Alors, surtout au niveau de l'automation node. Donc, c'est aussi une interface qui est déjà développée, qui vous permet de voir à quel moment vous avez fait un run de votre scénario. Donc, ça, c'est un outil de contrôle qui était très puissant et déjà codé pour vous. Et puis là, on revient sur la partie développement d'un projet. Donc, ça, on l'a déjà vu, hein, un design node en dev. Et puis après, on pousse en production sur l'automation node en prod. Donc, voilà. Bon, écoutez, on vient de voir du coup la démo. Il nous reste 15 minutes, on est dans les temps. Là, c'est vraiment aussi pour vous donner un aperçu de comment vous former. Je pense que c'est quand même un truc assez sympa. Sur Dataiku, déjà, bon, c'est quand même une des licornes françaises hein, qui a le vent en pourpre. Il y a quand même pas mal de projets data en machine learning et en data engineer qui se construisent là-dessus. Donc, ce serait aussi assez dommage de ne pas en profiter. Donc, c'est sur Dataiku Academy. Vous avez toute une rubrique avec une partie, notamment une partie e-learning, donc Learning Pass, qui par rubrique va vous donner accès à plein de cours, des vidéos, des tutos. Vous en avez pour plus d'une trentaine d'heures. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez passer une certification qui est dans la rubrique certification. Elles sont gratuites.
Et vous pouvez les passer aussi autant de fois que vous voulez. Donc, en fait, c'est ça aussi qui est assez sympa, c'est que vous pouvez devenir un expert et c'est vraiment gratuit de A à Z. Se certifier aussi, c'est différents parcours certifiants. Vous avez un petit arbre là sur votre gauche. Le premier cours, c'est Core Designer, qui donne vraiment les bases avec la compréhension des concepts clés, le flow, les projets, les tags, les datasets, comment on construit un flux de travail sur Dataiku, comment on utilise le lab pour faire du machine learning, comment on prépare des données, on les explore, même faire des dashboards et partager ses résultats. Vous avez vraiment tout un tas de bonnes pratiques. C'est vraiment, en tout cas aussi chez Devoteam, on fait systématiquement pour les nouveaux arrivants ce cours-là, qui fait un rafraîchissement des bases. Et puis la partie ML Practitioner, qui est une partie qui est plutôt dédiée pour des data scientists pour créer, évaluer et tuner des modèles de machine learning, utiliser des visual recipes, c'est des processeurs visuels pour faire du machine learning, déployer un modèle du lab vers le flow en production, comprendre et rendre explicatif un modèle de machine learning. Donc vous avez vraiment plein de notions. Et c'est ce qu'on conseille de faire au moins ces deux troncs communs. Après, la partie Advanced Design, c'est ce qu'on vient de voir sur la mise en place des scénarios. Ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez l'outil gratuit, vous n'aurez pas accès à cette partie-là. C'est le seul cours sur lequel vous ne pourrez pas trop être autonome. Après, vous avez une partie développeur, justement, pour utiliser le code dans Dataiku, et puis une partie MLOps, qui est assez nouvelle depuis le début de cette année, qui est un tronc commun pour gérer au mieux la partie automatisée dans Dataiku. Donc voilà, et puisque ce qu'on vous conseille, voilà, c'est de passer les certifications en ligne quand vous vous sentez prêt, consulter les documents. Il y a aussi une communauté dans Dataiku qui vous permet d'aller plus loin aussi dans les cours. Dans les cours qui vous sont présentés, vous avez aussi toute une partie aussi avec des cours qui sont optionnels et qui vous permettent du coup d'aller plus loin avec les outils. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Je crois que c'est vraiment cette partie-là aussi qui est la plus riche. Donc écoutez, la conférence arrive à son terme. Je vous laisse aussi mes coordonnées si vous aviez des questions aussi. Mais en tout cas, là, je suis à votre disposition pendant les 10 minutes qui nous restent pour voir si vous avez des questions. Et puis, j'en profite aussi pour redire un grand merci à toute l'équipe Comet pour l'organisation de cet event. Et voilà. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions de votre côté. Je vais arrêter le partage et remettre ma caméra. Parfait. Merci beaucoup, Aurélien. Du coup, on avait une question justement. Je vais l'afficher à l'écran pour que tout le monde voit. Et je te laisse la prendre. Tu vois la question? Ah oui, donc est-ce qu'il y a d'autres types d'architecture data pour collecter et analyser les données? Alors oui, c'est vrai que ça, on est arrivé assez vite là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, il y a ce qu'on appelle les architectures d'ingestion en batch processing, en mode batch. Donc vous avez des lots de données qui arrivent régulièrement, mais pas en temps réel, et vous avez une architecture qui va permettre de collecter régulièrement vos nouvelles données. Et vous avez, donc ça c'est l'architecture batch processing, et vous avez l'architecture avec l'acquisition des données en temps réel, donc en streaming, où là c'est une nouvelle architecture, notamment dans GCP, c'est via des services managés comme PubSub, et qui vous permettent de gérer l'ingestion de vos données en temps réel. Et puis après, vous avez d'autres concepts qui viennent d'émerger sur le marché, notamment avec une architecture qui est moins centralisée, de type data mesh. Donc là, je vous invite à consulter les documentations, mais c'est un peu une nouvelle manière d'organiser une architecture data. En tout cas, très, très bonne question. Parfait. Merci beaucoup, Hugo, pour la question. On a une deuxième question de Karine. Je vais la mettre à l'écran. Alors oui, la question, est-ce que les logiques sur GCP que vous présentez sont valables sur AWS et Azure? Alors oui, c'est aussi une bonne question. C'est vrai que le scope aujourd'hui, c'était vraiment un focus sur comment on fait cohabiter GCP et Dataiku. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on peut faire cohabiter Dataiku et AWS et Azure. Et il y a vraiment cette même logique avec notamment la logique du data lake
pour collecter toutes vos données et la logique de construire un data warehouse. Donc sur AWS, par exemple, le Data Lake, c'est le service S3 et le Data Warehouse, ça peut être par exemple Redshift, qui est une base de données relationnelle optimisée aussi, même chose hein, pour la puissance de calcul et pour la mise à disposition des données. Pour Azure, par exemple, la partie Data Lake, c'est Blob Storage, donc c'est un nom différent. Mais à chaque fois, effectivement, vous avez les mêmes services managés pour réaliser les mêmes fonctions. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a des belles ressources qui permettent de faire un comparatif des différentes stacks technologiques par cloud provider. C'est vrai que ça vaudrait le coup, je pourrais vous repartager des fiches synthétiques là-dessus. Une belle question aussi. Merci beaucoup, Karine. Et je crois que c'est toutes les questions. On arrive à la fin du coup. Je vais mettre un petit message dans le chat. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Non, bah, c'était non, bah, pour dire merci à tous hein, d'avoir assisté à cette conférence, à ce Tech Talk. Et puis voilà, c'était un grand plaisir de partager avec vous tous sur ce retour d'expérience. Et on te remercie du coup, Aurélien, parce que c'était vraiment très intéressant.